Bienvenue dans Entre quatre planches, l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Aujourd'hui, nous recevons Michel Bussy pour son 17e roman, 3 vies par semaine, paru le 2 mars 2023 aux éditions Presse de la Cité. Ce polar brillamment mené brouille les pistes autant que les cartes, vous verrez, car le cadavre découvert dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes, n'a pas une, mais 3 identités. Les 3 permis de conduire retrouvés dans sa boîte à gants révèlent qu'ils se nomment à la fois Renaud Duval, Pierre Rousseau et Hans Bernard. Et pour compliquer le tout, 3 femmes originaires de 3 villes différentes jurent qu'il n'a aimé qu'elles. Voilà de quoi donner du fil à retordre à la capitaine Catel Martel qui nous entraîne jusqu'à Charleville-Mézières où se déroule chaque année le Festival mondial des marionnettes. Mais je ne vous en dis pas plus. La suite, c'est Michel Bussy qui va vous la raconter. Allons le chercher. Bonjour Michel Bussy. Bonjour. Entrez, suivez-moi. Bienvenue dans Entre quatre planches. C'est l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Aïe, aïe, aïe. Suivez-moi. Ouais. Voilà, nous voilà arrivés dans notre émission mortelle. Ouais. Vous me suivez? Mais pourquoi je n'écris pas du feel good? Allons-y. Asseyons-nous, Michel. Ouais, mais ça m'a l'air bien confortable tout ça. Oui, Ouais, oui, ouais, confortable, ouais, confortable. bien. Manque de dossier, mais bon, ça va aller. Est-ce que, Michel, vous avez une idée du nombre de personnages que vous avez tués depuis Les Nymphéens Noirs en 2011 ? Alors là, sacrée question. Il y a des romans quand même où je tue plus que d'autres. Quand même, au moins une centaine, voire Au moins une centaine. voire quelques centaines, parce que rien que dans tout ce qui est sur Terre doit périr, j'en tue quand même beaucoup. Ouais, quand même, hein, ça doit faire beaucoup au total. Hein. Et parmi cette centaine de personnages que vous avez tués, Michel, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que vous avez eu particulièrement du mal à voir mourir ? Ah oui. Vous vous souvenez lesquels ? Ouais, il y en a. Alors, ce qui est amusant, c'est mon premier roman. Alors, on va spoiler un peu, mais bon. Mon premier roman qui était donc gravé dans le sable. Oui. Yannick, qui était un détective privé, il devait mourir et il se prend un camion vraiment dans les dents. Enfin, voilà, normalement, il ne devait vraiment pas y en échapper. Puis c'est mon premier roman. J'étais encore tendre et influençable et donc il a survécu. Voilà, pas en bonne forme, mais il a survécu. Et je m'étais dit non, jamais je referai ça. Et alors. Ouais, peut-être celui dont on parle souvent, c'est Imelda dans Ne lâche pas ma main. D'ailleurs, Oui. la BD vient de sortir. Oui, tout Et à c'est fait. vrai qu'elle était enquêtrice. Enfin voilà, les gens ont vraiment regretté que je la tue. Moi-même, j'ai eu du mal, mais c'était nécessaire. Est-ce que vous diriez, avec l'expérience que vous avez, que on tue plus facilement ou qu'au contraire, on a plus de difficultés et plus de tristesse à se séparer d'un personnage ? Non, je dirais oui, qu'on tue plus facilement quand même. Il y a une force de l'habitude, hein, voilà. Bon, c'est terrible. Mais alors, non, on tue plus facilement peut-être parce que, en tout cas dans mon cas, Oui. parce que quelque part on gagne en efficacité, mais on sait vraiment de plus en plus où on veut aller. Et du coup, petit à petit, les personnages sont quand même très contraints par l'histoire. Ou disons l'histoire est vraiment encore plus forte. J'ai l'impression que mes histoires se gravent encore plus dans mon cerveau de façon de plus en plus précise. Et du coup, le pauvre personnage qui doit mourir, avant il y avait encore un flou. Là, j'ai l'impression que quand il est au bord du précipice, il a peu de chances que je le rattrape par le col. Donc ouais, j'ai tendance à être peut-être gagné en efficacité. Mais enfin, je suis comme le destin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas condamnés au départ. Mais au départ, quand j'invente l'histoire dans ma tête, je ne sais pas encore qui va mourir, etc. Mais dès que je commence à écrire, là, tout est gravé précisément. Donc là, c'est sûr, le personnage qui doit mourir doit mourir. Est-ce que vous sauriez nous dire lequel est mort dans les conditions les plus atroces ? Ouais, moi j'ai un souvenir assez horrible. D'ailleurs, j'aurais vraiment voulu le retirer. Puis j'ai demandé autour de moi. Mais comme les lecteurs souvent sont encore pires que moi, ils ont dit non, il ne faut pas le laisser justement. C'est dans Tout ce qui est sur Terre doit périr. Oui. C'est une toute petite scène. C'est vraiment des affreux tueurs qui veulent tuer les héros, qui les poursuivent, qui les ratent toujours. Et à un moment donné, il y a une pauvre fille qui a l'air très sympa, qui arrive devant le digicode avec ses courses. Oui. On est dans sa tête, c'est une tête de linotte. Oui, oui. Elle pose ses courses. Elle a
oublié ses clés, son digicode, enfin elle est embarrassée, elle le cherche, elle se dit, puis il y a quelqu'un, elle lève la tête, et il y a quelqu'un qui est au-dessus d'elle, voilà, et qui lui laisse faire le code, et dès qu'elle a fait le code pour ouvrir, elle se fait liquider. Et c'est vrai que c'est assez horrible parce que c'est très soudain, et je voulais le retirer, je vous jure, mais... oui, moi j'aurais préféré à la rigueur qu'elle meure pas si vite, qu'elle meure pas du tout d'ailleurs. Mais on m'a dit non, mais au contraire, c'est ça qui est bien. Est-ce que vous pensez souvent à votre propre mort, Michel ? Ouais, forcément. Je ne sais pas si j'y pense souvent. Parfois ? Ouais, parfois. C'est étrange parce que j'ai l'impression qu'on y pense sans y croire. Je ne sais pas si ça fait pareil pour tout le monde, mais non, on y pense. Enfin, moi, en tout cas, j'y pense assez rarement. Enfin, quand j'y pense, c'est très fugitif et j'ai l'impression que ça ne peut pas arriver tout en sachant que ça doit arriver. Donc ça ne vous angoisse pas particulièrement ? Non, c'est pas une angoisse parce qu'il y a une espèce de déni, je pense. Enfin, je sais pas là où ça, il faudrait faire un cercle tout le monde, mais il y a une part de déni en disant de toute façon, ça m'arrivera pas. Enfin, ça peut pas m'arriver. Enfin, j'ai l'impression que ma conscience va exister. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est un déni un peu optimiste. Après, il y a quand même, moi je pense, le fait d'avoir écrit des livres et d'avoir été au bout de quelque chose dont j'avais rêvé, mais dont je pensais que ça ne se réaliserait jamais, c'est aussi peut-être plus facile d'accepter le fait de devoir partir. C'est qu'il n'y a pas de regret, au moins de ce point de vue-là, du point de vue des livres. Enfin, voilà, je pense que quand je suis né, que j'avais 5-6 ans, il y avait une espèce de rêve comme ça d'écrire des livres. Donc le fait que ça se soit accompli, je me dis que bon, ça m'aurait peut-être plus dérangé de mourir si je ne sais pas, j'étais encore en train d'envoyer des manuscrits à des éditeurs qui publiaient pas mes livres. Puis je me suis dit, bah allez, on m'accorde encore un peu de temps, est-ce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Bon, là, j'ai au moins accompli ça. Est-ce que vous avez déjà pris vos dispositions ? Assez peu, enfin vraiment de façon très minimale. Est-ce que vous avez déjà pris place dans un cercueil ? Ah non. Est-ce que vous accepteriez de prendre place dans celui-ci ? Ah, on va vraiment tout faire. Est-ce que vous voulez bien m'aider à l'ouvrir ? Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. Alors, on l'enlève. Voilà. Voilà. Hop. Vous entrez dans le cercueil. Michel, l'heure de notre interview mortelle a sonné. Est-ce qu'il vous arrive souvent, Michel, de faire le mort ? Je veux dire, de ne plus donner de nouvelles. Non, je crois pas, non. Que faites-vous pour tuer le temps ? Classique, j'écris, je lis, mais à vrai dire, je ne le tue pas vraiment le temps, je crois. Je dors peu, je suis beaucoup hyperactif, donc en fait, je crois que je le tue en permanence, le temps. Quand vous sentez-vous la mort dans l'âme, Michel ? Quand je m'ennuie. Qu'est-ce qui vous fait mourir de rire dans la vie ? Les clowns. Dans quelle situation vous dites-vous « il n'y a pas mort d'homme » ? Je dirais presque toujours. Moi, je suis très peu rancunier, donc j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas mort d'homme dans le sens où on peut toujours pardonner, on peut toujours se mettre à la place de l'autre, sauf évidemment quand il y a mort. Voilà. Sauf quand il y a mort d'homme, voilà. Très bonne réponse, très chouette. Qu'est-ce qui vous refroidit le plus dans la vie ? Je dirais l'obéissance bête et disciplinée, bornée à l'autorité. Comment faites-vous pour rompre un silence de mort ? Je ne suis pas sûr que ce soit moi qui le rompe dans ces cas-là. Pas sûr. Quel est votre cadavre dans le placard ? Mon enfance. Qu'est-ce qui pourrait signer votre arrêt de mort ? À coup sûr, ne plus avoir les moyens intellectuels d'écrire ou d'inventer mes histoires. Et pour vous, Michel, quelle est la phrase qui tue ? On va dire « je tue il ». Je tue elle, éventuellement. Quelle jolie réponse. Allez, venez, on va quand même pas rester toute la vie dans ce cercueil. Bien, là. Vous étiez bien, vous voulez rester ? Je fais ma sieste et on se revoit dans 1 heure. Michel, racontez-nous la genèse de ce roman. Comment vous est venue l'idée de tisser une intrigue autour d'un cadavre qui a 3 identités et donc qui nous intrigue triplement ? Alors, l'idée, elle n'est pas née par la mort, elle est née par la naissance, curieusement. C'est un récit plus de naissance, d'ailleurs. Oui, et en fait, c'est très simple, c'était il y a 15 ans pile. J'allais déclarer ma fille à la mairie quand elle est née, donc elle a pris 15 ans là, il y a une semaine. Oui. Et bien en déclarant, en étant avec mon petit papier, mon livret de famille, en disant voilà j'ai une fille qui est née, et bien le tout début de l'histoire est né là, dans ce moment assez banal, et tout a cheminé en me disant tiens s'il y a un petit couac dans la machine à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que les histoires poussent longuement en vous ? 15 ans, oui, parce que j'avais pas tout, mais en tout cas, le germe, on va dire la graine, elle a été vraiment plantée il y a 15 ans. Ça, je me rappelle avec précision.
Vous êtes géographe, on le sait, de formation. Vous choisissez pour décor des villes ou des contrées qui diffèrent toujours d'un roman à l'autre. Et cette fois, vous placez votre intrigue au cœur des Ardennes. Vous nous entraînez jusqu'à Charleville-Mézières. C'est un lieu éminemment artistique, puisque s'y déroule chaque année, depuis 1961, je suis allée rechercher le plus grand festival de théâtre des marionnettes du monde. Racontez-nous, Michel, pourquoi la figure du marionnettiste vous a intéressé? En fait, alors c'était déjà lié au roman et au fil. Enfin voilà, alors, on va pas spoiler le roman, mais il y avait comme quelque chose qui était lié à ces marionnettes. Et puis après, il y a une métaphore. On dit que, voilà, que je suis le roi du twist, que je manipule mes lecteurs, etc. Donc il y a forcément une métaphore entre le marionnettiste qui, bien caché derrière son castelet, va manipuler ses personnages et donc manipuler le lecteur. Puis si on va un tout petit peu plus loin, ce que j'aime bien, c'est l'idée que le spectateur d'un spectacle de marionnettes, il sait que la marionnette, c'est un objet. Et pourtant, si le marionnettiste est bon, il va être ému, il va rire, il va se persuader que cette marionnette, c'est un être vivant. Et c'est ça qu'on fait quand on est romancier, c'est on se cache et on va inventer des personnages. Et même si le lecteur, il sait qu'il est en train de lire une histoire, il va à un moment donné se persuader que ces personnages sont vivants. En tout cas, il va ressentir les mêmes émotions que s'ils étaient vivants. Effectivement, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de savoir que vous tirez les ficelles comme si nous étions votre propre marionnette. Mais oui, puis pour rester dans le côté mortel, oui, c'est vrai que le romancier, il se prend un peu pour Dieu, il a un peu le destin, et il va jouer avec ses personnages, un peu comme le ferait un dieu, peut-être d'ailleurs qu'il y a un truc très mégalo dans le fait d'être romancier, comme ça, de pouvoir décider de la vie et de la mort de tas de personnages. En tout cas, c'est sûr qu'on a ce pouvoir extrême que les lecteurs, eux, n'ont pas. Voilà, donc les lecteurs sont dans la vie du roman. Nous, on est effectivement une sorte d'être manipulateur au-dessus de tout ça, qui décidons du destin. Pour filer la métaphore du fil, Michel, est-ce qu'il y a un secret que vous suivez de roman en roman pour justement ne jamais perdre le fil de l'intrigue ? Un secret, je sais pas, j'ai une méthode que j'ai construite. Peut-être qu'une des méthodes pour justement filer la métaphore du marionnettiste, c'est le marionnettiste, il est de l'autre côté et il voit l'envers du décor de sa marionnette. Il voit les bouts de scotch, il voit les bouts de ficelle, il voit les coutures, il voit les agrafes. C'est pas grave, lui il le sait. Par contre, le spectateur ou le lecteur, oui, lui, il ne voit que la jolie face, il ne voit que les personnages et il y croit. Et donc ce qu'il faut, pour moi en tout cas, c'est arriver parfois les romanciers se disent « Ah, il faut que je me laisse habiter par les personnages, il faut que je les laisse vivre, il faut que je me croie en eux. » Et moi, je dirais c'est l'inverse. Il faut toujours savoir que nos personnages ne sont que nos marionnettes et qu'on les contrôle et qu'on les fabrique, justement pour que le lecteur, lui, ait l'illusion absolue qu'elles existent. Et puis Charleville-Mézières, Michel, c'est aussi la ville natale du poète Arthur Rimbaud, autour duquel vous avez construit toute l'intrigue de votre roman. Donc évidemment, il n'est pas question de divulgacher quoi que ce soit. Mais ce polar, que je qualifierais de poétique, ce polar poétique, pouvez-vous nous expliquer comment s'y intègre Arthur Rimbaud et quel rôle il joue? Comment est-ce que vous avez construit le suspense autour de lui? Alors déjà, Arthur Rimbaud, c'était des paroles, des textes, des mots qui claquent, qui sont comme ça, qui dépassent même la poésie, parce que ça devient des mots qui ressemblent presque à des chansons, qui sont comme ça, on dirait aujourd'hui des punchlines comme ça. Donc c'est très pratique de puiser dans Arthur Rimbaud, parce que il y a comme ça des mots qui font des très jolis titres. Donc il y a ça, puis après il y a quand même la personnalité d'Arthur Rimbaud. C'est un poète, mais c'est aussi un trafiquant d'armes, et c'est quelqu'un qui va avoir une vie d'aventure. Il va même abandonner la poésie en disant tout ça ne m'intéresse plus. Donc il y a cette double personnalité qui correspondait bien à mon roman. Et puis Rimbaud, moi j'aime bien aussi les choses un peu paradoxales. Et Rimbaud, il est célébré partout dans Charleville, c'est le héros. Voilà, il y a une librairie Rimbaud, on va avoir des menus Rimbaud dans les restaurants, on va repartir avec des écharpes Rimbaud. Enfin voilà, tout est Rimbaud. Et en fait, Rimbaud détestait cette ville, il l'a quittée à 17 ans en se disant je veux vivre ma vie, je veux quitter les Ardennes. Et puis il y reviendra évidemment mort. Donc en fait, voilà, donc c'est ce paradoxe d'une ville qui célèbre l'enfant, presque l'enfant maudit, qui a détesté cette ville. Donc c'est assez beau finalement. C'est même terrible parce que quelque part, il reviendra mort. On reste dans l'interview mortelle où finalement, malgré tout, la ville qu'il a rejetée, finalement, va l'adopter pour l'éternité. Il sera associé à la ville qu'il détestait. Donc voilà, c'est comme quoi
On a une vie après la mort qui n'est pas du tout celle auquel, je pense, Rimbaud croyait de son vivant. Jamais, je pense, qu'il aurait imaginé de son vivant devenir comme ça, pour l'éternité sans doute, le drapeau, l'étendard de la ville de Charleville. Je ne sais pas si ça lui aurait plu que son nom soit associé à un menu. Ah non, je pense pas du tout, ou à des mugs, ou à des t-shirts, non, je crois pas du tout. Et c'est ça qui est étonnant dans la vie et dans la mort. Voilà, c'est cette vie après la mort. Enfin, c'est vrai que la vie après la mort de Rimbaud, elle est quand même particulièrement étonnante, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Rimbaud, il dépasse la poésie. Enfin, Rimbaud, c'est un peu l'équivalent des Che Guevara ou des Bob Marley, etc. C'est avant tout un portrait, une figure. Ouais. C'est l'essence de la jeunesse, de l'adolescence rebelle, etc. Donc Rimbaud, il devient ça maintenant, presque au-delà. Ça devient une icône, évidemment. Michel, si vous deviez emporter un polar dans l'au-delà, un polar qui vous a particulièrement marqué, lequel ce serait? Alors, je vais citer La Maison assassinée de Pierre Magnan. C'est un polar dont je parle pas assez souvent, Pierre Magnan, c'est un auteur dont on parle pas assez souvent. Et La Maison assassinée, c'est sans doute son chef-d'œuvre. Et c'est vraiment un roman policier qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, dans mes romans, on trouve un certain nombre de clins d'œil par rapport à ce roman. Bon, on va aller le lire. Avant de nous quitter, est-ce que vous accepteriez de nous signer un petit mot dans notre registre du souvenir? Alors, je sors la feuille. Tac.